Est-ce qu'au Québec en 2020, tout le monde naît avec les mêmes chances? Et si on se dit que la vie est un peu comme un jeu de serpents et d'échelles, est-ce que tout le monde croise le même nombre de serpents? Le même nombre d'échelles? Actuellement, il y a des gens qui ont de plus en plus d'échelles sur leur chemin et d'autres de plus en plus de serpents. Tout le monde le sait, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Ici, comme partout dans le monde, les inégalités de revenus et de richesse se creusent. Au Québec, le 5e le plus riche de la population possède plus des 2/3 de la richesse. Les revenus de la classe moyenne stagnent. Pendant ce temps, 812 000 personnes n'ont même pas les revenus suffisants pour combler leurs besoins de base. Les inégalités ne se font pas juste sentir dans notre portefeuille. Elles affectent notre santé et même le moment de notre mort. Il existe 8 ans d'écart d'espérance de vie entre la Haute-Ville et la Basse-Ville de Québec. Ce type d'écart est causé par des différences qui concernent notamment le revenu, le stress, la qualité des logements, l'accès aux soins, la pollution. Les inégalités sociales, ça concerne tout le monde. La pandémie nous le démontre. Nos actions ont un impact sur la vie des autres. Les inégalités sont comme du plomb dans nos ailes. Comme c'est là, tout le monde est perdant. Mais c'est pas une fatalité. Nous toutes et tous, on est vraiment capables de faire mieux. De s'envoler plus haut, ensemble. Salutations à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce lancement de livre du plomb dans les ailes, comme vous venez de le voir. Grand événement pour Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Et on est privilégiés que vous soyez avec nous. Alors, puisque c'est un grand moment, on va faire semblant qu'il n'y a pas de pandémie. Alors, je sais, là, pandémie, tu dis c'est quoi ça? J'ai pas entendu parler de ça. On t'expliquera plus tard, mais on va faire semblant qu'on est tous ensemble, qu'on peut se coller, qu'on peut se parler, qu'on peut fêter, qu'on peut sourire ensemble. Et on va vivre ça un peu chacun à notre manière, malheureusement un peu chacun chez soi, mais pour souligner la grandeur de l'événement. Alors, pendant que je parle, c'est vraiment pas moi le plus important, tu vas te chercher, tu descends dans ton cellier, tu sors tes meilleures bulles, celles que tu avais prévues à Noël. De toute façon, Noël, présentement, ça chambranle. Et tu prends 2-3 canapés, le choix du président, c'est parfait. Tu t'installes dans ton meilleur fauteuil. On va essayer de se faire une célébration ensemble pendant pas très longtemps, 45 minutes. On va avoir une série d'intervenants vraiment, vraiment intéressantes et intéressants. Je les nomme et je les représenterai un peu plus tard. De Marc de Coninck, en passant par Marie-Soleil Belland, Nicolas Zorn, Magali Parent, Laure Varidel, Marie-France Poulain, Mariam Besseri, et René Hamel. Une brochette de gens vraiment variés, divers, qui vont venir, j'ai envie de dire, ajouter beaucoup de couleurs à ce lancement-là et le rendre, je pense, très intéressant. En ce sens, maintenant que tu as tes bulles, maintenant que tu as ton canapé, tu as ton meilleur fauteuil, ben, je nous dis un bon lancement. Je te remercie d'être là. Je nous dis santé à tous, parce qu'en ces temps difficiles, c'est ce qui compte. Et ce qui compte, c'est à tous et à toutes. Et c'est un peu ce de quoi on va parler dans les prochaines minutes, prochaines dizaines de minutes avec vous. Alors, le premier à nous entretenir, c'est Marc de Coninck. Vous le connaissez probablement parce qu'à Québec, il est connu, parce qu'il a joué différents rôles. Il a été et il est toujours président du comité de développement social de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Il est également vice-président du conseil d'administration de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Il est nouvellement retraité. Alors, Marc, je te cède la parole. Pourquoi prendre la parole? Bien, effectivement, la prise de parole, pour beaucoup, la mission de Centraide, nous, ici, ça s'incarne d'abord et avant tout dans l'action. Et pour faire une différence, il faut aussi être en mesure de prendre du recul. Et après ça, prendre la parole pour éveiller les consciences. Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent l'a fait à plusieurs reprises dans le passé. Aujourd'hui, avec du plomb dans les ailes, on aborde les inégalités sociales. La priorité de Centraide, c'est le mieux-être de sa communauté. Cette communauté, elle a de sens que si chacune et chacun y a droit de citer. Parler d'inégalité, c'est parler de tout le monde. On est toutes et tous quelque part sur l'échelle des inégalités. On vit en société, on est tributaires les uns des autres dans ce que nous sommes. On est interdépendants. La crise de la COVID dont tu as parlé illustre de façon très éloquente ce phénomène. Nos rapports sociaux sont beaucoup plus difficiles, on peut plus se toucher, on perd nos repères. On réalise à quel point on a besoin les uns des autres. En temps de COVID, la santé de tous passe par la santé de tous. C'est ça l'interdépendance. Or, si on est interdépendant, comment se fait-il qu'il y ait tant d'inégalités? Viser plus d'égalité, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être pareil, doit être identique, que tout le monde doit avoir le même parcours. Au contraire, la diversité est source de richesse collective. Il y a un très beau mot de Saint-Exupéry qui dit « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ». La Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit
tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Autrement dit, on devrait toutes et tous avoir les mêmes chances. Avons-nous les mêmes droits et les mêmes chances au Québec? Non. Quand la Cour suprême dit que la primauté du droit est compromise, quand le Conseil supérieur de l'éducation dit que le fonctionnement du système scolaire québécois contribue aux inégalités, quand la santé publique parle d'un écart d'espérance de vie de 8 ans entre certains quartiers de Québec, quand on apprend que 812 000 personnes au Québec ne sont même pas en mesure de répondre à leurs besoins de base, est-ce qu'on croit toujours qu'on est égaux en chance et en droit? Et par conséquent, on peut se poser la question, sommes-nous toutes et tous égaux en dignité? Si on sent le besoin de poser la question, c'est que la réponse mérite d'être réfléchie collectivement. Les inégalités se creusent. Nous avons du plomb dans les ailes. Elles touchent bien sûr plus sévèrement certains groupes, les Autochtones, les personnes racisées, les femmes, les personnes qui ont des limitations fonctionnelles, les personnes qui ont des problèmes sévères de santé mentale. Cela dit, on subit toutes et tous les conséquences des inégalités en matière de finances publiques, en termes de perte de contribution et de potentiel, en termes de rapports sociaux. Je cite, « L'inégalité accroît la distance sociale entre différents groupes d'individus. Elle diminue notre volonté de les voir comme nous et augmente notre propension à les regarder comme eux. » Fin de la citation, Richard Wilkinson et Kate Pickett. Il devient difficile dans ce contexte-là de s'enrichir au contact de celle ou celui qui diffère de moi, comme le propose Saint-Exupéry. Mais c'est pas une fatalité. On peut agir. Le Québec a déjà posé des gestes importants dans son histoire. D'autres pays dans le monde ont fait des choix pour réduire les inégalités. On a le pouvoir de changer les choses. Et pour ça, il y a 3 principes qui doivent nous guider. La réduction des inégalités doit être une priorité. Il faut réduire vers le haut en permettant aux personnes au bas de l'échelle d'améliorer leur sort plus rapidement. Et il faut impliquer directement les personnes qui sont au bas de l'échelle dans toute recherche de solutions. Pour nous, à Centraide, le mieux-être de chacune et de chacun des membres de notre communauté, riche ou pauvre, passe par une meilleure répartition de la richesse et par des rapports sociaux bienveillants et égalitaires. En terminant, parmi les phénomènes naturels les plus spectaculaires au Québec, il y a l'envol d'un même mouvement vers une même destination de milliers d'oies sauvages. Sans plomb dans les ailes, il n'en tient qu'à nous toutes et tous de prendre cet envol. Merci. Merci beaucoup, Marc Leconnain. Super texte, magnifiquement bien, très éloquent comme à ton habitude. Marc a eu la gentillesse d'accepter une richesse de thèmes et de sujets abordés. Et pour s'assurer qu'on résume tout ça, il a accepté de le faire dans un texte qui a été magnifique. Alors, merci Marc. Ce livre dont on vous parle, c'est celui-là. Si vous ne l'aviez pas vu encore, il est dans toutes les bonnes librairies, comme le veut le dicton. Seulement 19,95 $. Alors, je pense que c'est un must à se procurer. C'est aussi un must aussi à faire, à préparer les cadeaux de Noël. Là. Vous avez sûrement un paquet de gens à vouloir rendre heureux. Je pense qu'il n'y a rien qui peut rendre plus heureux que de discuter ces inégalités, ou en tout cas, nous rendre heureux collectivement. Je rajouterais à ce que Marc a dit, parler d'inégalité, il y a quelque chose qui est des fois pas facile. Parce que parler d'inégalité, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent se sentir coupables. Parce qu'on va se dire, il y a des écarts entre un et un autre. Et celui qui est le plus favorisé, celle qui est la plus favorisée, doit-elle se sentir coupable de ça? Et moi, le meilleur exemple que je donne là-dessus, et c'est pourquoi il faut le faire, et il ne faut pas se sentir coupable, quand on parle d'inégalité en santé, quand on parle des écarts d'espérance de vie, on ne demandera pas aux gens qui ont l'espérance de vie la plus élevée de la réduire pour être égale, mais on devrait travailler tous ensemble à faire en sorte que ceux qui ont 8 ans d'écart d'espérance de vie avec ceux qui en ont plus qu'eux, qu'on puisse les élever, qu'on puisse les amener à quelque chose qui est une justice pour tous, une capacité pour tous de vivre la même vie et avec la même durée. Et c'est à ça qu'on aspire. Donc, enlevons la culpabilité qui nous empêche parfois d'en parler, qui rend ça tabou. Permettons de mettre ce sujet à l'ordre du jour, de mettre ce sujet à l'ordre des débats pour faire en sorte que, comme Marc le dit, ça ne soit pas une fatalité et qu'on y travaille de façon active. La prochaine invitée, elle s'appelle Marie-Noëlle Belland. Elle est conseillère en mobilisation et chargée de la coordination dans la recherche et la rédaction du livre. Elle a travaillé très fort, elle aussi, à la rédaction de ce livre-là. Évidemment pas seule, elle va nous présenter l'ensemble de ses comparses, mais elle est celle qui a subi les affres du comité de Marc, qui a subi toute la puissance de ce comité-là et qui devait intégrer ça dans des mots. Alors Marie-Noëlle, je lui cède la parole et je lui rends hommage pour ce précieux travail. Merci Bruno et merci tout le monde d'être là pour marquer le lancement de cet avis.
Ce livre-là, il y a une histoire dans laquelle interviennent beaucoup de personnes, puis on avait envie aujourd'hui de vous la raconter. Alors, l'histoire commence en 2015. Le Comité de développement social décide alors de travailler la question des inégalités en vue à l'époque de la publication d'une brochure. Je nous revois en début de parcours. Il y avait là Marc de Coninck, Jacqueline Laurentiel-Fournier, Hector Ouellette, Marine Siriès, Pierre-Luc Bonneville, Louise Vallière, Richard Cloutier, Nathalie Gagnon, Audrey Evers et Nancy Charland, vice-présidente au développement social de Centraide. On essayait de débroussailler le terrain, parler d'inégalité, mais pour dire quoi et comment? Une étape a été cruciale, celle des consultations citoyennes. Pour trouver ce qu'on devait dire, on devait d'abord écouter. On a rencontré des gens de divers groupes de revenus, du 1% le plus riche au 1% le plus pauvre, de Québec, Portneuf, Lévis, Saint-Jean-Port-Joli, des gens nés ici ou ailleurs, des professionnels, des étudiants, des personnes sans emploi, des personnes âgées. Merci aux 50 personnes dont les idées et les paroles se retrouvent dans le livre. Ça aura pris en tout une vingtaine de rencontres du Comité de développement social pour arriver à un contenu satisfaisant. Les membres du comité auront été de précieux garde-fous sur lesquels compter. La richesse de vos réflexions, votre générosité et votre sincérité dans la démarche auront rendu ce projet possible. Mais il suffisait pas d'arriver à avoir un contenu acceptable pour le comité, parce qu'on n'est pas des experts. On a donc sollicité des têtes supplémentaires, celles de chercheurs et chercheuses de différents domaines. Encore une fois, ça a été une étape absolument nécessaire. On a sollicité à l'époque Marianne Corneau, Marie-Josée Dupuis, Georges Goma-Gakissa, Shelley-Rose Hippolyte, Viviane Labrie, Yannick Marcil et Patrick Turmel. Merci à vous. C'est là que Yannick Marcil nous a dit « Mais plutôt que de publier une brochure, pourquoi vous ne faites pas un livre? Ça vivrait mieux. » Un livre. L'idée a cheminé pendant qu'on terminait le contenu. L'approbation finale du contenu revenait évidemment au conseil d'administration de Centraide. Encore une fois, les commentaires reçus nous ont permis de réajuster le tir, mais aussi d'avoir confiance en notre projet. Je remercie particulièrement Emmanuel Carreau, Annie Godreau, Louis Nadeau et Marie-France Loiseau qui ont mis la main à la pâte pour enrichir certaines sections. On est rendu à l'été 2019. On réalise quelque chose. On ne parle pas assez d'environnement. Il est encore temps d'y remédier. On met tout sur pause. Et puis, c'est Richard Fecteau, alors fraîchement arrivé chez Centraide, qui a porté cet enjeu, transformant un encadré sur l'environnement en une section en bonne et due forme. Merci à Benoît Lalonde et à Céline Campagnard, chercheurs et chercheuses, qui ont relu et commenté cette section. Je veux aussi souligner l'apport d'une collègue aux idées claires, Camille Bélanger-Vincent, qui a plongé dans les derniers tours de roue de rédaction. Merci aussi à Anne-Marie Lapointe, réviseur, qui est restée fidèle et rigoureuse dans une démarche de rédaction pleine de rebondissements. Plus le projet avançait, plus le format livre s'imposait. Et c'est une chance immense que les éditions Septentrion aient décidé d'embarquer avec nous. Merci à vous autres. Votre soutien a fait une énorme différence. Grâce à vous, on est en librairie à partir d'aujourd'hui. Notre livre, on le voulait attrayant, peu importe la personne qui le tenait dans ses mains, peu importe son niveau de littératie. Il est rédigé de la façon la plus simple possible, mais je vous dirais que dans un format Word, ça restait lourd. Et c'est là que la magicienne Eugénie Hamel, graphiste chez Centraide, est entrée en scène. Vous n'avez pas vu l'intérieur du livre, mais il est magnifique. On voulait aussi une illustratrice qui allait comprendre le projet puis l'illustrer de façon sensible. Et je peux vous dire qu'on l'a trouvé. Chloé Germain-Terrien, ton travail est tout simplement fabuleux. Et collaborer avec toi, ça a été un plaisir. Alors voilà, on a maintenant notre livre en main. Si on était dans un vrai lancement en personne, vous pourriez le feuilleter, puis vous diriez « Ah, c'est vrai que c'est beau, ça doit bien se lire », puis probablement que vous repartiriez avec votre exemplaire. Parce que la petite histoire de Du plomb dans les ailes ne s'arrête pas ici. J'aime à croire que vous êtes simplement un nouveau public qui va faire une relecture. J'ai déjà des notes pour la 2e édition. Parce que les idées présentées ne sont pas arrêtées. On n'a pas la prétention de livrer quelque chose de fini.
On vous propose un livre comme une réflexion à poursuivre dans l'action. La fin de l'histoire, elle est à écrire ensemble. Merci. Quel beau mot! J'en ai des frissons pour avoir participé de loin, évidemment, à toutes ces étapes, mais de très loin, j'en suis bien un, mais j'en ai des frissons quand même. Merci, Bruno. Marie-Noël. Super travail et merci à tous les gens que tu as nommés qui ont évidemment été des piliers dans différents moments de cette réalisation-là. Alors, c'est un honneur d'avoir pu vous toucher, d'avoir pu collaborer avec vous. Et Marie-Noël a raison, à travers la somme des livres qui sont sur votre table de chevet, il y a plein de livres où on se dit, faudrait que je lise ça, mais ça va être académique, ça va peut-être être trop, ça va peut-être être pas assez. Moi, je pense que ce livre-là, il est parfait. Marie-Noël le disait mieux que moi, mais je me permets de le redire. Je cite Michel Vincent, le père d'une employée ici, qui s'est fait donner le livre. Et vous savez, c'est quoi quand on se fait donner un livre, on se sent un peu obligé de le lire, surtout que la personne qui nous l'a donné va nous redemander, puis comment c'était? Alors, Michel a ouvert ce livre-là un soir en se disant, bon, ma fille m'a donné un livre, il faudrait bien que je le lise. Et 60 pages plus loin, il l'a appelé, il dit, c'est bon. Et je pense que c'est ça, ce livre-là. C'est cette capacité, comme le disait Marie-Noël, de mettre le débat sur la place publique, mais l'histoire reste à écrire, l'histoire n'est pas terminée. La prochaine personne qui se joint à nous s'appelle Nicolas Zorn. Nicolas est un acteur précieux, et je souligne précieux à beaucoup de niveaux sur la question des inégalités. Il est directeur général de l'Observatoire sur les Québécois des inégalités, observatoire qu'à Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent qu'on juge primordial et prépondérant dans notre communauté, puisqu'il a l'obligation, la mission de mettre à l'avant-scène ces inégalités-là, de les illustrer, de les démontrer et de nous inviter à agir. Il a été parmi les acteurs importants aussi dans nos réflexions. Alors, Nicolas, merci d'être avec nous. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Bruno. Et commençons d'emblée par qu'est-ce que les inégalités? C'est un enjeu lorsque c'est toujours les mêmes, c'est surtout les mêmes qui en profitent et que ce sont surtout les mêmes qui écopent. On n'est pas pour une égalité parfaite au Québec, mais on est contre certaines inégalités qui, lorsqu'elles sont trop élevées, on sait qu'elles sont un problème pour l'économie, pour la démocratie, pour la société. Là-dessus, le Québec s'illustre étant donné qu'il a moins d'inégalités qu'ailleurs en Amérique du Nord. C'est un choix de société, ça donne espoir. Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des choix que nous avons faits collectivement. Il y a des moyens, des leviers qu'on s'est donnés collectivement pour s'assurer d'avoir des inégalités qui sont plus modestes. Malgré tout, il y a quand même des inégalités qui persistent. Il y a des groupes qui sont plus favorisés, il y a des groupes qui sont moins favorisés. Et ça donne qu'avec la crise de la COVID, ça s'est empiré. On le voit dans les données, on le sent dans notre peau, on a l'intuition, on le sait que c'est quelque chose qui ne risque pas de disparaître et risque de s'aggraver avant d'être mieux. À l'Observatoire québécois des inégalités, nous sommes un courtier de connaissances. Donc, on est une interface entre la science et la société. Et notre mission, c'est d'éclairer les réflexions et les prises de décision lorsqu'elles concernent les inégalités. Le livre est un excellent exemple, du plomb dans les ailes. Ce livre est un excellent exemple en termes de combiner l'accessibilité, la rigueur et la pertinence. Pour nous, à l'interne, chez nous, c'est un exemple à suivre, c'est un tour de force et il va être amené à devenir une référence pour les débats sur les inégalités pour les prochaines années à venir. C'est possible de changer le monde avec un livre et je pense que du plomb dans les ailes va être capable d'atteindre ce seuil fort élevé pour se donner un Québec qui on l'espère, sera plus à l'image de ce que l'on souhaite vraiment avoir. Bravo à l'équipe. Merci Nicolas, merci de tes bons mots, mais merci surtout du travail que ton équipe et toi accomplissez chaque jour. On en a bien besoin au Québec. Tu te nommes un courtier de connaissances, l'équipe est un courtier de connaissances et c'est bien dit. Et c'est ce lien entre les connaissances et le terrain qui nous permettra, je pense, d'aller plus loin. Alors merci à toi Nicolas. La prochaine personne ne mérite pas non plus de présentation. Je vais le faire parce que par respect, au cas où qu'une personne ne la connaisse pas. Il s'agit de Laure Varidel. Elle est éco-sociologue, cofondatrice d'Équiterre. Elle a différentes tribunes sur la place publique, notamment un blog dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, par les temps qui courent. Elle est professeure associée à l'Université du Québec à Montréal, spécialisée en développement international et en environnement. C'est un honneur de l'avoir avec nous. Elle est de plusieurs combats pour un Québec différent. On la remercie, on la soutient. Alors, Laure, je te cède la parole. Merci d'être avec nous. Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette belle invitation, Bruno. Puis surtout, bravo à toute la formidable équipe qui a rendu ce livre possible. Et je suis tellement contente que vous ayez pris le temps de mettre une section pour l'environnement parce que trop souvent, la question environnementale est perçue
comme un luxe, quelque chose qui est une préoccupation de riches, entre guillemets, alors que quand on regarde de près, c'est avant tout un enjeu de justice sociale. Et la section dans ce livre, bravo à M. Fecteau, le met vraiment, vraiment bien en lumière. Donc, un gros merci pour ce beau travail-là. Et comme on le disait plus tôt, la COVID est un moment où les inégalités sont davantage apparentes, elles sont amplifiées, mais c'est la même chose avec la crise climatique et plus généralement les problèmes environnementaux qui sont davantage vécus par les moins nantis d'entre nous. Et dans le livre, il y a l'image du bateau que je trouve extrêmement juste. Hein? Quand on parle de crise comme la COVID ou de changement climatique, on dit on va tous être affectés par la crise. Et c'est vrai, les riches comme les pauvres sont affectés par les changements climatiques, sauf que c'est un petit peu comme dans un bateau où certains vont avoir des cabines supérieures où ils vont pouvoir se mettre à l'abri avec des gilets de sauvetage et tout ce qu'il faut pour être plus confortable dans la crise, alors que d'autres vont être sur le pont pris avec sans gilet de sauvetage ou même sans bateau pour quitter si le navire coule. Donc, de là l'importance, de faire des choix collectifs qui vont permettre des plus grandes inégalités et surtout qui vont permettre qu'on se mette ensemble pour éviter le naufrage, parce que c'est comme ça qu'on réussit à faire face aux plus grands défis de nos sociétés. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité et c'est encore maintenant comme ça face à la COVID, comme face à d'autres grands défis qui sont devant nous. Inégal en termes de crise environnementale, on l'a vu aussi pendant la période de la canicule en 2018. Qui sont ceux et celles qui ont été le plus affectés? C'est des gens qui étaient plus à faible revenu. Les gens qui habitent dans les quartiers nantis, qui ont souvent une maison à la campagne près d'un lac ou d'une forêt, peuvent se mettre à l'abri. Ils ont les moyens d'avoir de la climatisation, alors qu'on regarde ceux qui sont décédés de la canicule, c'est beaucoup des gens qui habitaient dans des îlots de chaleur, des gens qui étaient déjà fragiles économiquement et aussi mentalement. On sait que c'est complexe, c'est des enjeux qui sont interreliés. L'éducation, l'accès au logement, l'accès à l'alimentation et tout ça est très imbriqué, mais les liens avec l'environnement sont extrêmement importants. Donc, il y a tout un travail de prévention, notamment pour verdir nos quartiers, pour faire en sorte que la qualité de l'air de tous, qu'on soit riche ou pauvre, soit suffisante pour permettre une bonne santé, l'accès à une alimentation saine, qui, elle aussi, va être mise à risque avec les changements climatiques ou quand il y a des crises comme maintenant. Donc, c'est d'oser, comme vous le faites dans ce livre-là, voir les enjeux dans cette perspective-là beaucoup plus complexe et oser s'attaquer donc à cette question-là en exigeant une meilleure répartition de la richesse, en exigeant une sortie de tous les échappatoires fiscaux qui existent et en exigeant que tous ensemble on passe à l'action. Et je terminerai avec je ferai du pouce sur l'image des bernaches que donnait Marc Deconinck en introduction, parce que c'est une image que j'utilise beaucoup. Oui, on veut pas qu'il y ait de plomb dans les ailes et les inégalités le sont, mais c'est aussi une belle image que les bernaches de la nécessité de travailler ensemble et de coopérer. C'est une image que j'utilise beaucoup pour parler de la transition écologique et sociale qui nous attend, parce que les bernaches sont formidablement bonnes à coopérer, à s'entraider. Elles ont une direction ensemble, elles profitent chacune du battement d'ailes des unes des autres. Puis je pense que si on veut lutter contre les inégalités, c'est impératif que les 1% du haut ou du bas de l'échelle travaillent ensemble pour que on s'en sorte. Et je pense que les crises sont des occasions de se réinventer, de changer de paradigme et de faire les choses autrement. Donc, j'espère qu'on aura ce courage-là et cette vision-là. Je suis convaincue que ce livre va contribuer, va nous outiller pour mieux pouvoir faire ça ensemble et en ressortir tous beaucoup plus riches, parce qu'on est plus riches en partageant. Merci. Laure Ridel, merci beaucoup. Merci de ta contribution. Merci de ta participation. Je sais que tu dois nous quitter. Tu as d'autres chaudrons au four, là, entre autres Mère au front, qui est un beau projet et qui a aujourd'hui avec le cœur vert. Là. Alors aujourd'hui, du vent dans les voiles. Alors bonne chance pour la suite. On sera avec vous aussi. Merci Laure. Salut.
La prochaine intervenante, elle s'appelle Magali Parent. Elle n'est pas connue autant que Laure Varidel, mais elle est aussi importante. Je vous explique pourquoi. Dans son titre, elle est coordonnatrice de la vie communautaire et culturelle au Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier, centre qui a pignon sur rue à Québec et qui fait œuvre utile, certainement, et depuis longtemps. Mais Magali, c'est un pilier du monde communautaire. C'est quelqu'un qui est enraciné, qui a joué plusieurs rôles, mais tous aussi importants les uns que les autres. On est très content de l'avoir avec nous. Et Magali va nous aborder sur la part d'une travailleuse de milieu, la part d'une travailleuse enracinée dans le monde des gens qui le vivent. Ça ne mange pas un livre comme ça mange quoi des inégalités. Alors Magali, je te laisse la parole et je te remercie d'être des nôtres. Oui, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation puis de laisser une place au milieu communautaire pour s'exprimer sur cet enjeu tellement complexe que sont les inégalités sociales. Puis je pense que c'est un défi que l'équipe de Centraide a relevé, d'essayer de mettre en image et de vulgariser tous ces données-là, de mettre en commun les différents types de prises de parole, tous les données que ça demande de recueillir et d'en faire une rédaction qui puisse être accessible à un maximum de public. Fait que bravo pour ça. D'ailleurs, il y a un extrait en début de livre qui m'a particulièrement rejointe, là, qui m'a touchée, puis je me permets de vous le lire. L'enjeu des inégalités sociales est sensible car il nous concerne directement. Puisque nous faisons partie de cette société, nous sommes à la fois juges et parties. Et peut-être qu'on peut avoir envie de lire cet extrait-là à partir du regard ou des lunettes d'une personne qui a un parcours de vie qui a été favorisé, par exemple. Mais quand on dit qu'on est tous juges et parties, il faut aussi se rappeler qu'il y a des personnes qui ont rencontré sur leur parcours de vie différents éléments, défis reliés aux inégalités sociales, peuvent avoir vivre ces éléments-là comme un impact important sur leur perception d'eux-mêmes et donc sur leur estime, leur confiance et parfois même se sentir comme un citoyen ou une citoyenne de second ordre. Et parfois intégrer des discours discriminatoires qui font en sorte qu'il puisse y avoir des comportements ou des réactions d'auto-exclusion. Parce qu'encore faut-il se croire capable de faire quelque chose pour entamer des nouveaux projets et vivre de nouvelles expériences. Et donc, c'est important d'en tenir compte et dans l'élaboration de notre filet social, du travail que font les organismes communautaires sur le terrain, mais aussi en tant que citoyens et citoyennes dans notre quotidien, dans notre façon d'interagir avec les gens et dans notre ouverture à comprendre d'où les gens viennent et voire même d'où nous venons dans notre façon de comprendre ce monde-là qui nous entoure. Puis je pense que c'est vrai aussi dans l'idée du développement du pouvoir d'agir, entre autres des jeunes adultes au Centre Jacques-Cartier, qui est une des approches qui se vit dans l'idée de s'interroger sur à partir de quelle perception d'eux-mêmes les gens qu'on rencontre sont au moment où on les croise sur notre chemin. Mais je pense que c'est vrai aussi pour tout le monde, peu importe l'âge ou les populations auxquelles on s'adresse. Donc, encore merci pour l'invitation, puis en souhaitant que ce livre-là puisse continuer de donner un coup d'épaule à la roue pour qu'on avance ensemble à travers ça. Magali, merci beaucoup. Merci de cet engagement, de ce soutien indéfectible à la cause des plus démunis. Ce que tu fais depuis très longtemps est fort utile et rend notre communauté meilleure. Alors, Magali, de tout cœur, merci, c'est apprécié. La prochaine personne, elle se nomme Marie-France Poulain. C'est une entrepreneure à succès. C'est une femme intelligente, clairvoyante, visionnaire, stratégique. Mais au-delà de ça, c'est aussi une femme généreuse, engagée depuis très longtemps dans sa communauté, dans notre communauté. Elle est dans ces temps de pandémie, avec tous les défis qu'elle a dans sa vie de femme d'affaires, elle a décidé de co-présider la campagne Centraide. Donc, c'est elle qui, dans ces temps difficiles, nous aide à solliciter et à dire qu'il faut encore donner parce qu'à travers la pandémie, il y a des besoins. Mais elle est surtout vice-présidente du groupe Camada. Mais comme je le disais, une femme avec un cœur gros comme la terre. Alors, Marie-France Poulain, merci d'être des nôtres. C'est grandement apprécié. À toi la parole. Merci, merci beaucoup Bruno. Merci, bonjour à tous. Moi, d'abord et avant tout, je veux vous dire merci. Merci pour ce bouquin-là, ce cadeau-là. Avec les temps qui courent, de prendre le temps de réfléchir, de s'arrêter, c'est ce que ce livre-là nous permet de faire. Vous savez, plusieurs d'entre vous, on est confrontés aux inégalités parfois, le temps d'un courriel qui entre, qui nous sollicite
le temps d'un appel téléphonique, le temps d'une soirée bénéfice. Et là, on a ce que j'appellerais mon encre, parce que ça va être plus qu'un livre de chevet, il va être près de moi. Le titre est très évocateur, du plomb dans les ailes. Alors, juste avec un regard, on reste branché. On reste branché sur notre communauté. Et le message qu'on y retrouve, c'est de développer une fraternité encore plus large, dans plein de segments. Alors, ce livre-là, c'est vraiment un cadeau. Ça va nous faire des petits rappels qu'on n'est pas seul, on vit dans une communauté, on doit s'impliquer, on doit penser à l'autre, on doit faire le petit pas de plus, que ce soit avec un geste, des sous, une implication. Je pense qu'il faut, ça nous amène à réfléchir un peu plus loin. Alors, moi, je vous dis merci à toute l'équipe qui a travaillé. C'est une idée formidable. C'est un cadeau de Noël, c'est un cadeau de fête, c'est un cadeau d'anniversaire. Je pense que pour moi et mes collègues, les gens que je rencontre, l'équipe qui sollicite pour la grande campagne de Centraide, ça nous donne des munitions et ça va nous permettre d'aller plus loin. Alors, bravo pour ce beau travail. Merci. Merci beaucoup, Marie-France. Merci de ta présence. Merci de cet engagement indéfectible. Et le mot n'est pas encore assez fort. Tu es engagé. Tu n'étais pas obligé de le faire. Puis tu as toujours fait ça avec cœur et sincérité et authenticité. C'est tout à ton honneur. Merci de tes mots qui sont appréciés. La prochaine personne est citée dans le livre, mais elle n'est pas juste là parce qu'elle est citée. Elle est bien au-delà de ça. Elle s'appelle Mariam Bessiri. Elle est chroniqueuse, éditorialiste radio, militante pour l'inclusion sociale, co-porte-parole du comité citoyen, organisateur des commémorations de l'attentat de la Mosquée de Québec, événement évidemment très triste et traumatisant qu'on a vécu il y a quelques années. Et elle a beaucoup à dire sur la question du vivre ensemble et de la solidarité. Mariam, merci beaucoup d'être des nôtres. À toi la parole. Hey, bonjour, merci pour ce long titre, mais en fait qui veut simplement dire que je suis citoyenne de la ville de Québec depuis bientôt 11 ans. Et en fait, en arrivant au Québec il y a 11 ans, les premières inégalités dont j'ai eu conscience sont celles que subissent les communautés autochtones et les aînés, hein, on va se le dire. Et vous savez, ça se passe très très vite hein, quand on passe d'un statut de majorité au très enviable statut de minorité. C'est vrai que je ne suis pas une spécialiste en la matière des inégalités, mais c'était une très bonne initiation parce que ce que j'ai vu était très différent de l'image qui est véhiculée du Québec et du Canada comme étant des sociétés totalement égalitaires pour toutes et tous. Je dis ce que j'ai vu, mais aussi ce que j'ai entendu parce que ce sont toutes des histoires de vie qui parlent de difficultés d'accès à l'emploi, de non-reconnaissance des diplômes, des problématiques pour trouver un logement adéquat, de la précarité et encore l'emploi, parce que vous savez que quand on arrive quand on est nouvel arrivant, nouvel immigrant, la première intégration, le premier contact avec la société d'accueil et l'intégration qu'on a, c'est par l'emploi. Et généralement, toutes ces personnes-là ont été sélectionnées sur la base de leur diplôme, sur la base de leurs emplois, de leurs compétences. Donc, ce sont des centaines d'histoires qui ont pour point commun la déception de ne pas pouvoir faire partie d'un rêve collectif d'une société égalitaire, la déception de ne pas pouvoir être un élément reconnu, de faire partie prenante d'un nous que beaucoup ont imaginé très doux et favorable pour eux et pour leurs enfants. Donc, les inégalités sociales sont généralement des chiffres hein, qu'on retient rarement, très rarement. On peut les entendre ici et là, où on les retient très peu dans un monde où ça va très vite, tout est régi par le diktat de la production à tout prix. Et quand on les voit, beaucoup de fois, on détourne la tête, hein, il faut se le dire. Mais la COVID est arrivée et comme vous dites, comme beaucoup d'intervenantes ont dit avant moi, ça, on l'a ressenti parce que
une partie des gens qui ne se sentaient pas concernés par la pauvreté et les inégalités ont vu leur monde s'effondrer complètement, miné par toutes les incertitudes de la vie. Donc, les inégalités avaient une image très, en bon français, mainstream. Pas juste l'itinérant qu'on ne voit plus à force de le croiser au coin de la rue, mais des gens comme la sœur, le voisin, le commerçant préféré, la tante adorée, qui se sentaient jusque-là en sécurité en se disant que la pauvreté, c'est pour les autres. Les pauvres sont paresseux, ne veulent pas travailler, les pauvres gèrent mal leur argent, font des mauvais choix de vie, tous ces stéréotypes qui plombent les ailes d'une partie de la population. Et soudain, une bonne partie de cette population-là est devenue dans le besoin et on a pu observer les inégalités de l'intérieur parce que entre celles qui tenaient un journal de confinement dans leur maison secondaire de campagne ou au chalet au bord du lac et ceux qui se posaient la question est-ce qu'on va pouvoir manger et payer le loyer, il y a un monde d'inégalités. C'est juste, mais ce monde d'inégalités-là a toujours existé. C'est juste qu'il a été exacerbé et plus visible avec la crise sanitaire qu'on vit depuis le mois de mars. Mais la question qu'on se pose toujours après, c'est est-ce que j'ai le pouvoir d'agir? Et personnellement, parce que ça, c'est des discussions que j'ai souvent avec les gens, moi, je réponds toujours non. Je n'ai pas le pouvoir d'agir parce que nous avons le pouvoir d'agir. C'est au nous qu'il faut conjuguer les verbes d'action et non au je ou au tu. Nous pouvons agir et si nous voulons agir, nous devons inclure tout le monde dans ce nous-là. Et je ne parle pas juste des personnes concernées, hein, les pauvres, les marginalisés, les discriminés, les minorités, toutes ces personnes à qui on colle toutes ces étiquettes limitantes. Mais je parle aussi d'un nous qui inclut les alliés, des personnes qui sortent de leur zone de confort pour participer à ce nous-là. Ce nous implique aussi d'occuper les espaces publics et politiques, de normaliser l'image de la diversité, de provoquer la mixité sociale, d'humaniser et donner un visage aux personnes qui subissent les inégalités, qui ne sont pas juste des statistiques. Nous avons besoin de tout le monde, chaque personne a sa place, tout le monde est précieux et il ne suffit plus de vivre ensemble, il ne suffit plus de vivre ensemble donc comme des catégories dans une même société, mais il faut dépasser ce vivre ensemble-là vers un construire ensemble. Et ce livre-là est vraiment une bonne lecture pour arriver à faire ce cheminement-là et à voir comment ça se construit, à voir toutes les informations et les statistiques-là. Merci à toute l'équipe pour ce beau cadeau que j'espère voir voyager longtemps entre les mains des personnes qui s'intéressent au sujet. Mariam, ça fait chaud au cœur de vous entendre parler du nous, parce que je pense que j'en pense pas moins. Ce message de s'entraide d'un nous plus fort que des jeux qui se divisent et qui se distancent, on le porte très fort, vous le portez également, peut-être même plus fort que nous et c'est tant mieux. Plus on sera nombreux à le porter, je pense, meilleur sera notre nous, plus grandes seront nos capacités collectives et individuelles par le fait même. Alors Mariam, merci énormément de votre engagement et de votre présence, c'est apprécié. Merci à vous. Le dernier intervenant, et on ne l'a pas mis dernier parce que c'était le moindre, évidemment, c'est quelqu'un qui vient du monde des affaires, c'est quelqu'un que la vie aurait pu amener à penser à autre chose que les inégalités, à parler d'inégalités. Et au contraire, c'est quelqu'un qui a toujours eu cette fibre-là, cet engagement-là pour dire, il y a, à travers ce que Mariam disait, il y a un nous à construire et duquel je fais partie. Il s'appelle René Hamel. Il est président du conseil, il est vice-président, pardon, du conseil d'administration de la capitale SSQ Assurance. Il est membre du conseil d'administration de Centraide Québec. Il a déjà été coprésident de campagne. Il a eu une carrière en affaires extraordinaire, mais il est concerné par ses concitoyens. Il est concerné par l'avenir de tous. René, merci de prendre la parole et de nous dire, ça mange quoi en hiver, ce débat-là, pour des gens qui, à la première vue, pourraient se dire, ben, ça ne me concerne pas. Ben, merci beaucoup, Bruno, et bonjour tout le monde. En fait, ce que cet ouvrage expose à celles et ceux d'entre nous qui vivons dans des milieux plus aisés, plus privilégiés, et qui fréquentons des personnes comme nous sur le plan économique, sur le plan social, ce que le livre met en lumière, c'est à quel point nous ignorons la réalité des inégalités sociales. C'est sûr qu'on connaît des gens, tout le monde d'entre nous, et nous en sommes, des gens qui donnent temps et argent à des personnes dans le besoin, des amis, des parents, des connaissances, et aussi qui donnent temps et argent à des causes qui leur tiennent à cœur. Et ça, c'est extraordinaire. Mais l'image globale, le big picture de la réalité et de l'impact des inégalités sociales, c'est pas mal en dehors de notre radar, c'est un peu en dehors de notre vie quotidienne.
Alors, lire ce livre, ce que ça nous permet, c'est de un peu se décoller le nez de la fenêtre, un peu sortir de notre petite réalité pour prendre un pas de recul. Et ça nous plonge dans la réalité des inégalités sociales qui affectent directement la vie et le bonheur de beaucoup de personnes. En fait, qui affectent directement la vie et le bonheur de trop de personnes. En même temps, qui affectent indirectement la vie et le bonheur de l'ensemble des membres de notre communauté. Quand on prend connaissance du livre, ça vient tuer, ça vient nous convaincre de la fausseté du mythe qui dit qu'il y a seulement que le mérite et la responsabilité, la prise en charge individuelle qui explique la situation sociale d'un individu. Moi, une des choses qui m'appelle dans le livre, dans l'ouvrage, c'est que c'est basé sur des études, et Marie-Noël y a fait référence, c'est basé sur des études et des chiffres qui exposent le genre d'inégalités sociales auxquelles il faut s'attaquer. On en a parlé, on les a nommés, que ce soit en matière de meilleur partage de revenus et de richesses, que ce soit en matière d'accès à l'emploi, à la santé, à l'éducation, à la justice et à l'environnement. Laure et Marie-Noël l'ont bien exposé. C'est vraiment étonnant ce qu'on trouve dans ce livre-là. Et moi, je vous invite à lire parce que vous allez vous convaincre que non seulement on a le pouvoir de changer des choses, tout ça, vous le savez déjà, mais on a aussi le devoir de le faire. Et comment on peut le faire? Ben, c'est en s'assurant de la disponibilité, mais aussi de l'accessibilité. Les ressources qui vont amenuiser, qui vont faire que ces inégalités-là vont diminuer, voire vont disparaître. Et ça, sur chacun des thèmes que je viens d'évoquer il y a quelques secondes. Finalement, pourquoi on doit le faire? Ben, il en va du bonheur et de la vie des personnes qui souffrent de ces inégalités-là, mais aussi de notre paix sociale et du bonheur collectif dans notre communauté. Donc, en conclusion, si je peux exprimer un vœu, c'est que chaque personne qui peut agir le fasse. Et encore une fois, bravo le groupe de Centraide pour avoir fait ce magnifique bouquin. Merci René Hamel, merci beaucoup de ces bons mots, de ce témoignage éloquent, c'est apprécié. On arrive à la fin du lancement, mais pas la fin du débat, pas la fin de l'enjeu qu'on veut amener dans l'actualité. D'abord, je veux dire merci à toutes les personnes qui ont travaillé à ce livre, de près ou de loin. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Je veux dire merci aussi aux personnes qui ont travaillé au lancement. Elles se reconnaissent, elles ont travaillé fort pour livrer ce lancement-là. Vous nous donnerez vos commentaires, mais je veux leur rendre grâce et reconnaissance. Vraiment, c'est un super travail. Et je termine moi aussi en exprimant un vœu. Avant de vous laisser partir pour la série de visios que vous aurez en ces temps difficiles, en ces temps de pandémie, on a de la misère des fois à avoir un projet, on a de la misère à trouver un sens à travers la distance qui est obligatoire et malheureuse, mais pour laquelle on comprend les raisons qui nous amènent à cette distance-là. Il y a peut-être là un projet collectif. Cette idée de partager un thème, de partager un débat, d'amener cet enjeu-là sur la place publique, de l'amener avec les gens autour de vous, de faire une visio supplémentaire, pourquoi pas un samedi soir au lieu d'avoir un souper que vous n'auriez pas, puis de parler à des gens à qui vous aurez donné le livre, à qui vous aurez invité ces gens-là à acheter le livre. Je pense qu'il y a à travers ce livre-là quelque chose d'intéressant et je pense que le moyen est vraiment intéressant pour mettre l'enjeu dans l'actualité. Donc, de grâce, s'il vous plaît, consultez votre libraire indépendant, votre libraire de quartier. Demandez-lui d'acheter le livre s'il ne l'a pas. Achetez-lui le livre s'il y en a. Achetez-en même plusieurs exemplaires, qu'on en fasse un succès, pas pour l'orgueil de Centraide, pas pour l'orgueil des gens qui y ont travaillé, mais plutôt pour notre capacité collective à réfléchir, transformer, débattre et faire en sorte que cet enjeu-là, on l'aborde de front et on y trouve toutes les solutions ensemble parce qu'on est capable. Mais ça commence nécessairement par mettre le débat à l'actualité. Ça commence par notre capacité individuelle d'acheter ce livre-là, de le partager, de mettre le débat avec nos amis à l'ordre du jour et de faire en sorte qu'on soit plusieurs dizaines, centaines, milliers à amener cet enjeu-là comme un enjeu important de nos prochaines années, à le voir pour ce qu'il est vraiment. Vous savez, les grandes organisations mondiales disent qu'il y a deux enjeux qui menacent la planète, les changements climatiques et l'accroissement des inégalités sociales, et à faire en sorte qu'on attaque cet enjeu-là à bras-le-corps, même ici au Québec, pour lequel il y a peut-être des différences avec d'autres pays, mais pour lequel il y a aussi des inégalités qui augmentent et dont on subit les effets.
Et parce qu'on ne veut pas se rendre où d'autres se sont rendus, il est temps d'agir. Plus que jamais, il est temps d'agir. Et il est dans notre pouvoir individuel, je pense, de le faire. Et ça commence, je pense, par le fait d'encourager un libraire. Ça commence par le fait... Si vous ne croyez pas à l'enjeu, juste d'encourager un libraire, juste d'encourager un éditeur comme Septentrion, ça sera déjà quelque chose d'extraordinaire. À travers 20$, on peut en acheter chacun, peut-être 2, 3, le donner à des gens et faire en sorte que ce débat-là fasse boule de neige, qu'on en parle, mais surtout qu'on agisse. À chacune et chacun de vous, merci de votre présence ce midi, merci de votre temps précieux, merci de participer au débat. Je pense que comme communauté, on peut en sortir beaucoup plus riche. Salutations. Bye. On dit que l'essentiel est dans les choses simples. L'amour, les amis, la famille, mais encore faut-il avoir l'essentiel.